continue en fait le programme public de la saison Space is the Place. Et aujourd'hui, on inaugure une semaine qu'on a appelée Contrôle Terre et qui vient prolonger les questions qu'on pose dans l'exposition Terra. Et là, notamment, les relations compliquées entre technologie et transformation des écosystèmes terrestres. Alors, il y a l'œuvre Slow Violence que vous avez peut-être vu dans l'exposition de Joanie Lemercier qui est présentée. Et en fait, ça nous intéresse assez, la pratique de votre studio, notamment parce qu'elle vient un peu complexifier les relations entre technologie et écologie en sortant du manichéisme avec d'un côté l'accélérationnisme où la technologie viendrait résoudre tous nos problèmes et notamment environnementaux, et de l'autre peut-être une approche totalement décroissante, assez romantique, où on pourrait vivre tout nu dans les arbres sans aucune technologie. Voilà, donc je pense que vous allez revenir pas mal sur votre travail et le studio, donc je vais pas plus loin, peut-être simplement annoncer la suite des événements de cette semaine. Donc dimanche, avec Axel Rose, on a un atelier de cartographie potentielle à partir de leur projet Terraforma, donc qui vise à réinventer de nouveaux codes cartographiques pour essayer de représenter différemment les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et la semaine prochaine, jeudi, on a un apéro contrôle du monde à partir de l'œuvre G80, donc du collectif Fragmentin, qui elle-même réinterroge le World Game de Buckminster Fuller. On se demandera dans un débat en fait à quoi il faut être attentif si jamais on pouvait arriver à avoir une console de contrôle global du monde. Donc on va essayer de chercher les variables qui nous permettraient de contrôler le monde correctement. Voilà, c'est à vous. Ben, merci Scott pour cette introduction. Donc moi je suis Juliette Bibas, curatrice indépendante et co-directrice du studio Joanie. Et donc Joanie Lemercier à côté de moi. Comme on va beaucoup parler des activités du studio, je prends quelques minutes pour vous parler de mes autres activités. Donc de curatrice indépendante, je présente principalement des installations qui utilisent la lumière, mais pas que. Et j'aime bien me revendiquer, enfin non, plutôt m'annoncer comme curatrice spécialisée en art numérique. Et par ailleurs, présenter régulièrement des projets extrêmement analogues, comme manière un peu de détourner les choses et les attentes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très en lien avec notre approche au studio, c'est-à-dire de parfois vous allez voir des projets qui peuvent avoir l'air extrêmement technologiques et qui sont en fait tout à fait low-tech, et à l'inverse des projets très low-tech qui ont demandé énormément de travail technologique en amont pour arriver à quelque chose de très épuré. Moi, ce que j'aime avec ces projets, c'est un peu une de mes spécialités, c'est le dialogue qui se crée entre l'œuvre artistique et le contexte, donc que ce soit du patrimoine très ancien ou plus récent. Et je vais laisser Joanie revenir sur sa pratique. Donc c'est bien si on se passe le micro. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est très chouette d'être accueilli avec une belle expo et un beau public. Donc c'est super cool. On est très content d'être ici. Je vais essayer un petit exercice compliqué. C'est résumer 15 ans de pratique en 1 minute ou 2 minutes pour donner un peu un contexte à ce qu'on va évoquer après. L'extractivisme, le techno-optimisme, la destruction du monde. Donc tout a commencé dans ma chambre à Bristol. Je me suis installé en Angleterre en 2005-2006 et j'ai commencé un peu par accident à jouer avec un vidéoprojecteur, très classique, un vidéoprojecteur de salon. Et au lieu de projeter sur un écran, j'ai eu envie de sortir de l'écran, en fait, du cadre, parce qu'il y en a tellement dans nos vies, que ce soit les écrans d'ordinateur, de laptop, de tablettes, etc. Et donc m'est venue l'envie de projeter sur toutes sortes de supports. Et ça, c'est un de mes premiers projets de vidéo mapping, où j'ai plié des feuilles A4 et A3 pendant des jours et des jours pour créer ces compositions géométriques très simples et donc explorer une forme de minimalisme et des compositions comme ça, juste avec des feuilles, du scotch et un vidéoprojecteur de salon. Et cette obsession continue toujours aujourd'hui, l'obsession autour de la géométrie, le minimalisme, avec beaucoup inspiré par les artistes américains du mouvement minimaliste des années 70. Je vais pas du tout réussir en 1 minute.
Et du coup, voilà d'où je viens, abstraction géométrique. En voulant continuer à sortir de l'écran, assez vite, on est arrivé à la projection architecturale. Avec d'autres artistes, on a monté un groupe, un label qu'on appelait Anti-VJ. Et donc, on a voulu s'affranchir de l'écran toujours plus en faisant du vidéomapping architectural. Et puis, encore plus loin dans ce cheminement, on en est venu à vouloir créer nos propres structures. Avec ce projet, on voit ici la silhouette de Juliette qui, à l'époque, a produit le projet. Et donc, on a pu intervenir dans cette cathédrale moderne, entre guillemets, qui est une ancienne usine Philips. Et donc, on est venu construire des plans de lumière sur lesquels on projetait. Il y a un petit côté un peu low-tech parce qu'on a utilisé encore une fois des projecteurs de salon qu'on a hackés pour augmenter leur puissance, et donc on a pu faire ce projet avec un tout petit budget. Et alors maintenant que j'ai assez de recul après 15 ans de pratique, je me rends compte que cette esthétique, elle vient pas de nulle part. Le minimalisme noir et blanc, ça vient à la fois du milieu de l'art. Je sais que le travail d'Anne Flavine m'a beaucoup inspiré. Et puis finalement, les films de science-fiction des années 70, 80, 90, 90. Et du coup, c'est vrai que ce futur dystopique m'a beaucoup influencé dans ma pratique artistique contemporaine. Et maintenant, je remets beaucoup ça en question, maintenant que la dystopie est un petit peu autour de nous. Ici, on a un mélange de photos de films avec lesquels j'ai grandi et de photos réelles. Et on ne sait plus tellement dire laquelle est imaginaire et laquelle est réelle. Et donc voilà, à la fois, je continue à être fasciné par cette esthétique dystopique, noire et blanche, qui a beaucoup dans notre travail, dans le travail du studio, surtout il y a une dizaine d'années. Et donc, ouais, cette petite, ce rapport à l'imaginaire, en tout cas, dont on parlera un peu plus tard, est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir aux imaginaires qu'on véhicule en tant qu'artiste. Et alors, en voulant un peu m'extraire du travail géométrique, de l'abstraction, j'ai commencé à travailler beaucoup sur le paysage. C'était aussi une volonté de passer plus de temps dans la nature et un peu moins de temps dans des black box ou des white box. Et donc, on a fait beaucoup de randonnées, de scouting. On a utilisé la technologie pour documenter les paysages. Ici, avec un petit système de caméra GoPro qui nous a permis de faire un 360. Et après, j'utilise différentes technologies, outils, que ce soit des algorithmes, du code, des logiciels, ou là, une petite machine qu'on appelle un plotter, pour créer des représentations de la nature. Et donc, avec quand même une esthétique informatique. On le voit peut-être pas très bien ici, mais on a vraiment des motifs géométriques qui décidément ne veulent pas disparaître de mon travail. Et on a même dans ce projet autour du volcan islandais qui est rentré en éruption en 2010, on a vraiment l'esthétique Tron et l'esthétique des jeux vidéo, des logiciels de modélisation 3D qui sont les mêmes outils que peuvent utiliser les architectes, les designers. Et finalement, cette esthétique, elle vient à la fois de la science-fiction et des imaginaires futuristes passés, et aussi des outils qu'on utilise un peu au quotidien. Et même en essayant de m'affranchir de cette esthétique-là, je retombe dessus. Et une volonté de s'affranchir de cette esthétique, ça a été de plonger dans l'hyper-réalisme, grâce à un projet qu'on a fait, un projet commercial il y a quelques années, qui nous a permis d'acheter un outil qui s'appelle Octane, qui permet de faire des rendus bien plus réalistes et avec un peu de couleur, avec de la matière, des textures, etc. Et donc là aussi, un travail autour de la représentation de la nature. Et comme je le disais un tout petit peu tout à l'heure, je suis quand même dans une forme de représentation de la nature sans vie, donc un peu dystopique, un peu Mad Max, parce que j'ai été aussi bercé par tous ces films quand j'ai grandi, qui finalement ont infusé en moi une esthétique d'un futur assez sombre. Et puis, fracture ontologique dans mon rapport au monde.
et dans la pratique du studio. 2019, un peu par accident, je tombe sur une vidéo d'un YouTuber qui a suivi des activistes dans une mine de charbon en Allemagne. Pour ceux qui ont vu la pièce Low Violence, c'est à ce moment-là que ce projet a pris un peu naissance. Et je réalise en allant régulièrement sur place et en essayant de comprendre ce lieu, qui est un lieu incompréhensible en fait. Ça fait 4-5 années que j'essaye de comprendre. Il n'y a pas de mots pour vraiment les mots me manquent. Alors du coup j'utilise les images pour documenter et on essaye ensemble avec le studio, avec le travail aussi de curation de Juliette qui s'est beaucoup intéressée à ces questions autour de l'extractivisme et du charbon en Allemagne. Et donc me voilà confronté à un paysage apocalyptique, ultra dystopique, mais qui est la réalité, qui est finalement aussi qui cristallise un petit peu l'état de notre société et cette course à l'hyper-extractivisme, à l'extraction et à la destruction du monde pour produire, pour consommer. Et alors les images, moi, me saisissent par leur caractère esthétique. Je pense que ce lieu a cette force esthétique de par son échelle. Ça me fait toujours penser aux hyper-objets de Timothy Morton, qui explique qu'il y a certains sujets, ou comme ça, certains sujets d'études qui sont tellement vastes, tellement incompréhensibles et tellement complexes, comme parle par exemple de l'Internet. On ne sait pas définir Internet avec ses externalités positives et négatives en quelques mots, c'est très complexe. Le nucléaire, c'est aussi un hyper-objet parce que voilà, on ne sait pas en quelques mots, c'est trop complexe. Il faut des spécialistes, des études, de la réflexion, des débats, de la démocratie, etc. Et cet endroit, pour moi, est un hyper-objet, cette mine de charbon. Et ça touche aussi au sublime technologique. Vous connaissez sans doute le sublime des peintres romantiques allemands du 19e, comme Caspar David Friedrich. C'est-à-dire qu'on est face à un paysage qui est saisissant, qui est un petit peu terrifiant d'une certaine manière, parce qu'on ne sait pas comprendre ce qui se passe. On a des échelles l'échelle du lieu, l'échelle des émissions de CO2, tout ça est au-delà de notre compréhension. J'ai fait ce petit clip qui nous montre en temps réel les émissions. Il n'y a pas de son sur celui-là. Ah mince. Les émissions de CO2 en temps réel. Et alors nous qui essayons en tant que studio de réduire nos consommations, etc., ces chiffres-là mettent tout ça, enfin, je veux dire, rendent complètement insensés tous les efforts individuels. Et c'est déprimant. Alors on continue à faire des efforts individuels, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre de l'incompréhensible à tous les niveaux. Et alors quand on voit ces images, on peut se demander où est cet endroit. Est-ce que c'est au fin fond de la Sibérie? Est-ce qu'on est dans des endroits très très reculés, très loin, hors de la vue, hors de tout ça? Et en fait, on est au cœur de l'Europe. On est à 1h30 de Bruxelles, à 2h d'Amsterdam, à 30 minutes de Cologne. C'est-à-dire qu'on a ce site qui est immense. C'est un trou de 8 km par 5, 400 mètres de profondeur. On sait rentrer dans ce trou l'intégralité de la ville de Manhattan. Et alors, quand on dit ça, on dit rien. Je veux dire, c'est au-delà de ce qu'on peut se représenter. Voilà. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'ouvrir Google Maps. Vous zoomez un tout petit peu autour de l'Allemagne, de la Belgique, et à un moment, vous allez voir une tâche assez conséquente. Et si vous zoomez, vous tombez sur cette mine de charbon. C'est la mine de Ambach, 8 km par 5. Non. C'est peut-être moi ici. Non. Et donc, cette mine est en expansion depuis les années 80 et va a priori continuer à s'étendre en s'accélérant. La destruction s'accélère parce que les politiques ont décidé d'arrêter l'exploitation du charbon en 2030. Donc, d'ici à 2030, l'exploitant RWE fait tout pour tout accélérer pour avoir le plus possible de charbon et d'argent, parce que tout ça n'est principalement qu'une histoire d'argent. Je vais passer assez vite, mais au-delà de la destruction de cette forêt qui avait 12 000 ans,
Ici, là, ce trou en fait représentait une forêt entière, la forêt de Hambar. Et il en reste 10% aujourd'hui. Vous voyez les 10% juste là. Et ces 10% existent encore parce qu'il y a des activistes qui se sont installés dans les arbres et qui depuis 7 ans vivent dans les arbres pour éviter que la forêt soit rasée. Donc il y a aussi bien sûr des problèmes de pollution de l'air. C'est un très très sérieux sujet en Europe. On a chaque année 800 000 décès prématurés dus à la pollution de l'air. On a des villages qui sont rasés, donc les gens sont expropriés. Les villages sont démolis petit à petit, chaque maison est démolie. Et puis les gens qui veulent pas partir finalement la compagnie de charbon ont les gens à l'usure. Parce qu'au bout d'un moment, les gens qui restent vivent au milieu de ruines. Les églises sont rasées, ça c'est l'église de Immerat, construite en 1893. Et voilà la photo en 2017 et en 2019. C'est une photo de drone que j'ai faite en 2019, que j'ai calée avec une photo de drone d'un autre activiste. Et voilà, pour moi, tout ça n'a aucun sens. Il faut savoir que culturellement, dans cette région d'Allemagne, le charbon étant une ressource qui génère de l'argent, une forme de progrès depuis des décennies, du coup, le charbon a un pouvoir et une importance culturelle assez démesurée. C'est-à-dire qu'on peut raser des villages et des églises pour aller chercher le charbon qui est en dessous. Moi, je n'arrive pas à accepter cette idée, mais ça passe, entre guillemets, dans l'opinion publique. Donc là, si vous l'avez compris, Joanie, il a d'abord évoqué ce qu'il faisait avant qu'on travaille ensemble. Ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble, ce qu'on a fait pendant 10 ans. Et donc la découverte de cette mine a été une vraie cassure dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc il y a eu 2-3 années de flottement dans le studio de qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continuait à montrer les projets existants, mais ça devenait difficile de créer des nouveaux projets quand son rapport au monde et au sens qu'on donne à ce qu'on fait a été un peu bousculé. Et ça a vraiment été à l'occasion de cette première exposition monographique. On a eu cette invitation d'une fondation à Madrid, la fondation Telefonica, qui est donc la fondation d'une entreprise de téléphonie mobile. En fait, ils sont venus nous trouver avec une attente de faire des environnements immersifs qui soulèvent absolument aucune question. Et je pense que 3-4 années avant, il n'y aurait eu aucun problème. Mais en fait, quand ils sont venus nous trouver, c'était plus possible. Et ça a été super intéressant pour moi, avec mon regard du coup plus de curatrice, d'écrire une histoire où cette découverte de Joanie allait avoir une très grosse place. Et quand on a commencé cet échange et quand on a commencé à imaginer cette exposition, la pièce Slow Violence que vous voyez ici n'existait pas. Il y a même eu de la part de Joanie presque 1 ou 2 années de résistance quant à l'idée de faire une œuvre à partir d'images qu'il trouvait absolument terribles. Donc en fait, pendant 2-3 années, Joanie s'est rendue sur place principalement pour soutenir les activistes, pour faire de l'image, faire des projections laser, enfin être vraiment en soutien de leur action et pas du tout avec pour objectif de faire une œuvre audiovisuelle. Et ça a vraiment été l'écriture de cette exposition qui se découpe un peu en 3 parties qui sont devenues maintenant les 3 piliers de notre studio. Avec une première partie qui est vraiment immerger le visiteur dans des paysages numériques qui soient faits de géométrie ou de montagne. Donc la montagne que vous voyez là-haut, au même titre que le volcan que vous voyez ici, sont des environnements complètement faits par ordinateur avec du code assez simple par ailleurs. Et en fait,
la moitié de l'exposition, vous entriez dans la deuxième partie. Donc, c'était une version de Slow Violence découpée en 3 chapitres et 3 environnements différents avec des échelles d'images différentes. Et là, vraiment une bascule et on reste dans l'immersion, mais immerger le visiteur dans la réalité, la destruction et le choc qui vient avec. Et le troisième pilier, qui est la troisième partie de l'exposition, on y arrive via une installation qui s'appelle Futur désirable. Et c'est comment, dans un premier temps, on va questionner le rapport au monde via l'usage des technologies. C'est-à-dire que pour Joanie, un point de friction au cœur de ce choc de la mine de charbon, c'est le fait que aussi bien les immenses machines pour leur fabrication que pour les faire fonctionner chaque jour est utilisé un logiciel custom fait pour cette entreprise qui est fait par une compagnie qui s'appelle Autodesk. Et pour nous, les acteurs de la technologie de manière créative, Autodesk, c'est une société de la Silicon Valley qui a été un monde des possibles il y a quelques années parce que c'est la société qui a créé la plupart des outils de CNC, de modélisation 3D. Donc pour nous, Autodesk égale la créativité, le positif, de beaux usages des technologies. Et quand on découvre que c'est la même société qui se cache derrière le fonctionnement au quotidien d'une mine de charbon, ça nous ramène à en fait ces outils, ces technologies, c'est pas que du positif. Au-delà de tout ce qu'on sait au niveau des terres rares, de la pollution que ça engendre, etc. Donc, pour en revenir à ce troisième pilier, c'est cette idée que en réaction à cette découverte, essayer d'éviter de se dire bon bah ok, on va être dans le non technologique, on va retourner au temps de la bougie et vivre nu dans les arbres avec Scott. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser nos compétences et notre savoir-faire des technologies autrement? Au-delà de proposer d'autres utilisations, c'est aussi d'avoir un regard critique, c'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel que les artistes ou les acteurs qui ont des savoirs doivent avoir un engagement politique que le grand public ne peut pas avoir. Par exemple, quand on vous explique, quand on vous parle d'intelligence artificielle, nous, on peut vous expliquer pourquoi et comment ces choses ne sont pas intelligentes du tout. Et au même titre que on va imaginer que tel outil va consommer énormément d'énergie, alors qu'en fait, pas forcément, ça peut être très très puissant et très lumineux et utiliser très peu d'électricité, et inversement. Donc voilà, ce troisième pilier, c'est maintenant qu'on a eu cette réalisation, comment on arrive à la dépasser, comment on arrive à utiliser les technologies différemment et à proposer des futurs qui soient donc désirables, qui peuvent être technologiques ou pas. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'un projet très récent pour nous, qui s'appelle SolarStorm et où il y a beaucoup de technologies qui est déployée pour arriver à un résultat qui est très low-tech, qui consiste en des tas de petits miroirs qui sont capables de suivre le déplacement du soleil en temps réel pour créer des choses avec les reflets. Les choses qui sont créées avec ces petits miroirs qui suivent le soleil, ça peut être une installation artistique, mais ça peut aussi avoir des usages pour des personnes qui travaillent avec des fours solaires, avec des personnes qui vont vouloir amener de la lumière sur des architectures là où il n'y en a pas, pour concentrer une énergie solaire sur des panneaux solaires qui sont placés à un endroit qui est peut-être pas idéal par rapport à ça. Donc voilà, on est à vouloir développer ces nouveaux projets qui vont proposer des nouvelles relations à nos environnements. Ça, je pense que c'était... On va pas vous montrer Slow Violence parce que vous le verrez beaucoup mieux dans la pièce qui est dédiée. Comme l'évoquait Joanie, c'est pas parce qu'on est dans des rapports d'échelle avec cette mine de charbon qui donnerait envie de laisser tomber les actions individuelles. On a plutôt eu la réaction inverse de faire un audit des consommations énergétiques de l'atelier. On était déjà depuis 2015 et même avant à développer des projets avec deux choses en tête, c'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle les one-off. Donc c'est travailler des mois et des mois et des mois un projet artistique qui va être montré qu'une seule fois, qui était un peu ce qui était inhérent au vidéomapping de façade, parce qu'à l'époque, quand Joanie faisait une création pour une façade, bah, ça pouvait pas être réadapté à une autre façade. Donc on a vraiment fait évoluer notre modèle de production et de création pour être sur des projets qui soient tournables, réadaptables et qui ne nécessitent pas forcément notre présence sur place.
Donc là, c'est un exemple qu'il y a dans cette conférence à un instant T. On avait tous ces projets-là à ces différents endroits du monde. Moi, je trouve, on peut parler d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est avec vous. On a la chance d'avoir une œuvre dans cette très belle exposition à Lausanne. Hier, il y a eu le vernissage d'une exposition à Arequipa, au Pérou, fait par une super équipe et sans qu'on doive aller sur place. On a un projet qui tourne à Philadelphie depuis 1 an et demi. C'était quoi les autres Ah oui, il y a une exposition que Joanie est allée installer il y a 10 jours en Allemagne et qui tourne pendant plusieurs semaines. Et il y en avait un 5e. C'était quoi le 5e? On ne sait plus. Mais il y en avait 5 aujourd'hui. Mais voilà. C'est juste pour dire que moins prendre l'avion, c'est aussi important pour nous et ça ne peut pas se faire si les projets n'ont pas été pensés pour que ce soit réaliste. Et donc, c'est vrai qu'on a, en revenant de cette mine de charbon en 2019, moi, je n'avais pas le choix que de faire ce travail personnel, de réduire toutes les consommations pour voir déjà si c'était possible ou si tout était perdu. Et donc, on a fait cette transition de moins voyager, penser tous les projets. Je suis désolé, je vais un tout petit peu répéter, mais c'est vraiment un gros changement structurel dans notre façon de travailler. Et il y a des bénéfices incroyables, c'est-à-dire, comme tu viens de le dire, on a, je crois, 16 projets qui sont montrés à du public aujourd'hui. Le modèle d'avant, où on montait dans un avion pour aller monter un projet, on était épuisé et puis on reprenait l'avion pour aller au projet suivant. On était tout le temps dans une forme de course et de projet jetable. Et donc c'est vrai que voilà, ce premier travail de réflexion autour de nos consommations, etc., en fait, il est vraiment bénéfique. On fait plus de projets, on a une meilleure économie autour de la diffusion des projets, etc. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Alors nos actions individuelles ou en tant que studio ne vont pas suffire à changer les choses. Donc on s'est rendu compte aussi en allant régulièrement dans cette mine en Allemagne qu'il y a beaucoup d'activistes, alors beaucoup d'ONG qui depuis des décennies font un travail de fond qui est indispensable. Et puis plus récemment, on a des jeunes gens qui rejoignent des groupes comme Friday for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände. Ici, est-ce que vous avez Letzte Dernière Génération ou Dernière Rénovation en France et Just Stop Oil en Angleterre? Tout ça, en fait, est une énergie hyper inspirante. Et donc, j'ai été régulièrement avec mes projecteurs sous le bras et l'équipement qu'on développe grâce au projet du studio, dans des actions dans la ville, des actions de blocage ou des actions où j'essayais d'amplifier le message des activistes. Donc là, grâce à un projecteur qui tient dans un sac à dos sur batterie, on a pu projeter ce logo Extinction Rebellion sur le Parlement britannique, ce qui nous a aussi permis de partager les photos avec le Guardian, qui du coup a fait remonter un peu cette histoire dans leur journal, parce que l'image, ils avaient une image d'appel, entre guillemets. Donc je pense qu'on peut avoir cette capacité en tant qu'artiste et créateur d'images, un moyen de supporter ces activistes, c'est éventuellement de créer des images pour amplifier leur message. Donc ça nous a appris aussi à avoir du matériel qui consomme peu d'énergie, qui est très portable. Donc là, on a réussi à faire une projection sur Buckingham Palace le même soir, pendant une action d'Extinction Rebellion. Et puis, plus récemment, on a commencé à travailler avec des lasers, qui sont les sources de lumière les plus efficientes en termes de consommation énergétique. Là, le laser que vous voyez, c'est 2 watts. Sachant qu'un projecteur comme on a derrière nous, ça a plutôt 400-500 watts. Donc là, le laser fait 2 watts de puissance, mais va consommer une vingtaine de watts. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une petite batterie et faire des projections immenses avec très peu d'énergie. Et là, notamment, c'est une projection sur une des centrales charbon les plus polluantes d'Europe. C'est Neurath, et c'est juste à côté de la mine de charbon de tout à l'heure. Il y a 4 de ces centrales tout autour de la mine. Et donc, alors, cette expression Coal Mafia est un petit peu forte, mais je me réfugie derrière le fait que je fais des projets artistiques. Coal Mafia, ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots que j'ai entendus régulièrement dans les différentes actions, et notamment en 2019, une action de blocage
pendant une action de blocage, il y a une personne âgée qui était à côté de moi qui parlait très peu anglais, mais qui voulait absolument communiquer. Personne qui m'a expliqué que son village avait été rasé 10 ans auparavant et m'a expliqué combien il y avait des connexions entre les politiques allemands qui étaient payés par la compagnie de charbon, etc. Donc, j'en ai pas cru vraiment mes oreilles parce que je trouvais ça assez dingue. Mais voilà pourquoi, voilà l'explication de cette projection. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, alors, quand on commence à s'intéresser à tous ces sujets, du coup, c'est fascinant d'essayer de comprendre d'où viennent les émissions. Et donc, en France, on a Total Energy qui se veut sustainable de plus en plus, mais en fait, ils vendent principalement du pétrole et de la pétrochimie. Et donc, quand on fait des projets comme on a fait au Havre, une grande exposition il y a quelque temps, c'était l'occasion à chaque fois d'avoir notre petit projecteur et de faire des petites interventions qui nous permettent de créer des images et de communiquer autour de ces questions-là. Et c'est vrai que le statut d'œuvre artistique donne une forme de liberté dont je pense qu'il faut profiter, une forme de protection aussi, parce qu'on n'est pas tout à fait politique, pas tout à fait militant, pas tout à fait activiste radical ou éco-terroriste comme on entend des fois. Et du coup, ce statut artistique permet d'être un petit peu à la limite de la légalité ou de quand on me demande pourquoi j'appelle RW une mafia, j'ai tout un discours, ce ne sont pas mes mots, etc. Donc voilà, je pense vraiment que le statut l'art nous permet de faire des choses un petit peu à la croisée de ces différents sujets. Après, je voulais vous montrer cette photo que Juliette a prise il y a 4 jours, la semaine dernière. Et donc, on vient de monter cette exposition à Oberhausen, qui est une ville juste à côté de Essen. Essen, c'est la grande ville dans laquelle RWE a ses headquarters. Et donc, sur le retour, on s'est arrêté à Garsweiler. Donc, en face de moi, on a ce trou béant. Là, c'est la plus petite des mines. C'est pas la photo satellite que je vous ai montrée. C'est une plus petite qui ne fait que 5 km de long sur 3 de large. Et en face de vous, il y avait à l'époque 6 ou 7 villages qui ont été complètement détruits. Et donc, moi, quand je suis au bord de cette mine, je suis traversé d'émotions, de sentiments et de choses que je ne sais pas exprimer. Ni avec des mots, ni avec éventuellement des fois les larmes et la tristesse jaillissent, mais c'est vraiment difficile de comprendre ou de parler de ces endroits. Et une des choses qui me tenait vraiment à cœur pour essayer de comprendre, c'était de mettre des visages derrière les responsables, de comprendre voilà, qui permet cette destruction. Et donc j'ai commencé ce projet il y a peut-être 2 ans pour essayer de savoir voilà, qui était responsable. Et donc, ça a été beaucoup de recherches sur Internet, de connexions et d'échanges avec les ONG qui travaillent sur ces sujets-là depuis des décennies, notamment NCALL, qui est une ONG financée par Bloomberg aux États-Unis, mais qui se bat pour la fin du charbon. Europe Beyond Coal, pardon. Et donc, ça a aussi donné beaucoup de conversations Zoom avec des banquiers, avec des gens de la ville de Essen notamment. On m'avait dit, à l'occasion d'une exposition, on a croisé le maire de Essen qui a vu le projet que vous avez vu là-bas, destruction des églises, destruction de la forêt, etc. Et à la fin de la journée, il y a quelqu'un, un des curateurs qui nous invitait, qui me dit que le maire de Essen travaille pour RWE. Et je ne comprends pas comment un élu peut travailler pour une compagnie de charbon. Pour moi, il y a évidemment un conflit d'intérêts. Le maire de Essen, sachant que RWE a tout un quartier dans Essen, il y a la RWE Straat, la rue RWE. Donc, on a fait un call avec les gens de la ville. J'ai été sidéré qui m'explique combien le maire était payé par RWE et combien la ville recevait en dividendes chaque année. Ça va de 15 millions d'euros à 20 millions d'euros chaque année de dividendes parce que la ville est actionnaire. J'ai essayé de ne pas m'énerver, mais ça semblait tout à fait normal à l'équipe de la ville. Et donc,
j'essaie toujours de ne pas m'énerver, c'est dur. On est souvent pas d'accord là-dessus avec Joanie parce qu'il le regarde. Enfin, moi, j'ai plus étudié que toi la situation, comment c'est arrivé comme ça et Enfin, c'est hors sujet de cette conférence, mais il faut savoir que le mécanisme de privatisation des mines de charbon en Allemagne s'est fait d'une manière tout à fait différente de ce qu'on a pu observer en France ou en Belgique. Et du coup, du point de vue allemand, il y a une vraie logique à ce que la ville la plus proche soit le principal actionnaire d'une mine de charbon. Et c'est ce qui rend profondément difficile de dire passons à autre chose parce que eux vont vous dire si on ferme la mine demain, ils utilisent plus l'argument des emplois parce que c'est très automatisé maintenant. Ils vont dire il y aura plus de nourriture gratuite dans les écoles publiques parce que la mine finance une grande partie des équipements publics de cette ville. Donc c'est pour ça que pour eux, il y a moins de choc que nous et de conflits d'intérêts parce qu'il y a une vraie logique derrière tout ça. Il y a un organisme semi-public-privé qui est en charge de faire cette transition, mais qui repousse toujours le moment de passer à la suite. Donc, reviens à Faces of Coal. Et donc, une façon pour moi de communiquer autour de cette question-là, ça a été de réaliser une série de portraits. C'est nouveau dans mon travail, je ne suis pas sûr d'être fan du name and shame et de cette pratique-là. Vous voyez que c'est très très loin de ma pratique autour du paysage. Mais donc, j'ai récupéré sur place de la lignite, qui est le charbon qui en plus est le plus polluant et le moins énergie efficient qui soit. Et donc, en écrasant ce charbon, puis en le brûlant, en récupérant les cendres et en les mélangeant à du vinaigre, et à une base un peu gélatineuse, on peut réaliser de l'encre. Et donc, j'ai réalisé une série de portraits avec un petit robot qu'on ne voit pas sur ces images-là, mais un plotter qui me permet d'avoir de passer une photo dans un petit algorithme qui me transforme la photo en ligne. Et donc, dans l'expo qui vient d'ouvrir à Oberhausen, on a le portrait du maire de Essen, réalisé avec de la lignite, avec du charbon. Et on a aussi toute une série d'autres personnages qui sont de près ou de loin liés à cette entreprise charbon. Et donc voilà, pour moi, c'était une façon de mettre un petit peu un coup de projecteur sur les individus qui font de l'argent autour de cette mine de charbon, et avec différentes catégories. Donc en fonction des murs, on a différentes personnes. Je ne sais pas si ces visages sont familiers, mais ici, c'est les financeurs. On a tout à droite Larry Fink de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement du monde, qui est propriétaire de la mine de charbon. Au milieu, BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, et tout à gauche, le CEO de Deutsche Bank. Et malheureusement, dans chaque pays, on trouve des banques qui financent les énergies fossiles et qui accélèrent leur financement des énergies fossiles encore maintenant. Voilà, donc, encore une fois, décidément, cette position un peu particulière de l'artiste qui me donne une forme de protection. J'ai joué la carte à fond pour à Essen faire cette exposition avec un titre assez provocateur. Là, ici, on a une anamorphose. On est sur le coin d'un bâtiment, mais si vous êtes précisément à cet endroit-là, vous savez lire le titre. Si vous êtes n'importe où ailleurs dans l'espace, on voit des lettres, mais on ne sait pas lire. Donc il y a aussi la question du point de vue, et il y a en fonction d'où on peut se tenir avec l'éthique et l'éthique politique peut-être vue de la France. Il y a beaucoup de ces conflits d'intérêts, moi, qui me choquent, ou des destructions de villages qui me choquent. Je comprends tout à fait que la culture de la roure et l'importance du charbon donne une grille de lecture différente, sachant que tous ces conflits d'intérêts restent légaux, etc. Je ne sais pas comment faire la transition avec la suite. Donc, la situation d'aujourd'hui, pour ce qui concerne l'activisme, c'est une image fixe, ça ? Donc, comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de beaucoup partager, c'est cette idée que c'est un peu à chacun, selon nous, de choisir son combat et sa bataille. Pour Joanie, le déclic, ça a été cette mine de charbon.
pour notamment la porte d'entrée visuelle et esthétique, d'être face à des paysages que lui fabriquait par ordinateur et de le découvrir en vrai, ça a été vraiment bouleversant. Et par ailleurs, on continue à soutenir d'autres combats et d'autres luttes. Donc il s'avère que vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec l'histoire des méga-bassines. Un problème pour l'instant très franco-français, mais en fait qui est pour beaucoup d'industriels une solution à beaucoup de problèmes à l'échelle mondiale. Et en fait, Joanny a été présent à Sainte-Soline à l'invitation de ce youtubeur qui lui avait fait découvrir la mine de charbon. Et il s'avère que c'est Joanny qui a fait les seules images drone ce jour-là. Les violents, c'est l'État qui monte une politique de l'eau qui accapare l'eau pour une minorité. Ici, nous sommes là pour reprendre le bien commun et le partager pour les usages communs. De faire des images qui se retrouvent après impliquées dans des enquêtes, dans une situation extrêmement politique et où il y a encore quand même ce côté aussi esthétique, beau de la destruction et de l'affrontement. Donc c'est juste pour dire que il y a dans cette démarche de soutien à des combats et à des actions, il y a un côté vraiment spontané et sans ni stratégie et peut-être qu'à un moment ça nous reviendra à la figure parce que voilà c'est quelque chose qu'on contrôle pas et qui peut prendre beaucoup de formes. Par exemple, c'est cette question que Joanny évoquait tout à l'heure en donnant l'exemple de Buckingham Palace, on le sait qu'on est dans une société de l'image. Donc, quand il y a X semaines qui se passent, cette histoire de dissolution ou non des soulèvements de la Terre, on le sait que si on crée des belles images, il y a plus de chances que les journaux en parlent, que ce soit repris sur Internet. Et c'est pour ça que régulièrement, Joanny essaie de créer de nouvelles images qui racontent aussi. Enfin voilà, là, on est quand même sur le Parlement, l'Assemblée nationale, et à savoir que cette image a valu à Joanny une convocation à la gendarmerie pour outrage, qui n'aura certainement pas de suite. Mais voilà, c'est important pour nous d'exprimer qu'il y a une vraie sincérité et aussi une vraie urgence à agir et que je sais que parfois, certaines personnes pensent qu'il y a une forme d'opportunisme de notre part et c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, on prend beaucoup de risques en faisant les choses de manière spontanée comme ça. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure pour ce troisième pilier et cette nécessité de créer des nouveaux imaginaires, il y a cette pièce qui va être activée ce soir à l'extérieur du MUDAC que vous pourrez voir pendant un mois. Il s'appelle View from the Moon. Et pour moi, ce projet qui est vraiment pensé à l'échelle de l'espace public, il est proposé comme une forme de question. C'est-à-dire, nous, on veut que le public, la première fois ou de très loin, ait l'impression de voir une lune et en se rapprochant, se rendre compte que c'est une Terre. Bah oui, mais les gens dans le public, voilà. De toute façon, ils l'ont sous les yeux là pendant plusieurs minutes, donc je spoile pas. Mais donc, quand on se rend compte dans un deuxième temps qu'on est face à une terre morte, que là, ça vous pose question. C'est-à-dire qu'on vous dit pas ce qui s'est passé, c'est pas le but. C'est vraiment à chacun de se raconter sa propre histoire. Peut-être que c'est dans des millions et des millions d'années, ou peut-être que c'est dans 10 ans après un enchaînement d'accidents nucléaires ou autre. Enfin voilà, c'est à chacun de se raconter cette histoire et
Et c'est une question qui est très finement abordée dans l'exposition de Scott et Yolande de cette terre vue du ciel qui est donc du coup très fragile. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Dans le même ordre d'idée de créer ces nouveaux imaginaires, il y a quelques années, on a planté une forêt en Islande. Un peu c'est le projet qui nous a permis aussi d'éprouver et de définitivement plus du tout croire au carbone offset et à la capacité. C'est pas parce que vous plantez X arbres après avoir pris un avion que ça annule les émissions de votre avion, parce que en fait ces arbres qui sont plantés par des sociétés, il n'y a aucune garantie qu'ils soient là suffisamment longtemps pour que ça ait un effet. Donc c'était important pour nous de faire ce processus d'apprendre à planter des arbres, de voir le temps que ça prenait, etc. Et on s'est servi d'outils technologiques pour imaginer cette forêt, parce qu'en Islande, les arbres poussent très 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 lentement. Donc nous, dans notre imaginaire, on a planté une forêt, mais à l'heure où je vous parle, les arbres comme ça qu'on a plantés en 2018, ils doivent être à peu près grands comme ça. Donc on est encore très très loin d'une forêt, mais voilà, on a fait ce 3D scan et on a décidé de comment on allait planter les 3 variétés d'arbres, en imaginant cette forêt qui ressemblera à une forêt certainement quand on sera plus là. Un autre projet qu'on a développé avec cette brume d'eau, cet écran d'eau qu'on vient placer dans un environnement naturel pour faire vraiment disparaître la technologie. Là, on est dans une châtaigneraie en Corse, à utiliser l'eau de source et avoir positionné notre équipement dans une pente qui nous permet d'avoir assez de pression pour que l'eau coule dans le sens qu'on veut, utiliser la gravité. Et le projecteur qu'on utilise a été rechargé dans la journée par des panneaux solaires. Donc certains soirs, c'est une installation qui peut durer 30 minutes et puis d'autres soirs, peut-être 2 heures. C'est un projet récent qui s'appelle Prairie, qui est très inspiré de l'auteur et du paysagiste Gilles Clément, qui a toute une pensée sur les tiers paysages, et notamment tous ces paysages qui sont non contrôlés par l'homme et qui de fait vont être des écosystèmes beaucoup plus riches de biodiversité, parce qu'il y a une plus grande diversité de plantes qui viennent seules. Donc nous, on a une version qu'on fait en extérieur qui est beaucoup plus performative et éphémère. Et une version où on va récolter des graminées de ces tiers-lieux, qu'on va faire sécher et on va replanter comme ça un petit paysage en intérieur. Nous, on aime bien le fait de positionner ce petit échantillon de graminées dans un lieu inattendu pour que le public ait un regard vraiment étonné et renouvelé sur ce genre de plantes qui est par ailleurs complètement banal, et on passe devant sans les regarder, sans les trouver belles. Et là, on vient utiliser un laser pour une intervention très très minimale. Nous, typiquement, on aime bien complètement démystifier les outils technologiques qu'on utilise. Donc on va pas vous dire qu'on fait un truc hyper complexe. Non, on balance des lignes de lumière et la beauté du résultat vient vraiment de la structure des plantes et ne vient pas du tout de nous. Là, c'est pour revenir sur ce projet SolarStorm avec les miroirs et la lumière du soleil. Ça, c'est le tout premier prototype à l'échelle d'une idée, et c'est Joanie avec un miroir Leroy Merlin à 2 € et du scotch, qui a mis du scotch sur ce carré, et avec la lumière du soleil, il crée ce motif sur un arbre, et ça donne X années plus tard ces différents prototypes que vous voyez ici, où là, on essaie de pas réinventer la roue non plus. Donc, on a commencé par commander un gadget à la con qui faisait un peu les mouvements dont on avait besoin pour le démonter, comprendre comment on pouvait l'améliorer, le simplifier, se débarrasser de tout ce dont on n'avait pas besoin pour réimprimer des petits éléments avec une imprimante 3D. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est sans arrêt high-tech, low-tech pour arriver à quelque chose de sobre et qui fait du sens. Et on en arrive du coup à ce deuxième projet qui est né du précédent, où là on a carrément enlevé tout ce qui était technologique parce qu'on est sur une version analogue. Donc on a la lumière du soleil qui est à l'extérieur, on est dans une boîte noire qu'on fait rentrer. Il y a des rideaux là qui bloquent la lumière du soleil. On a juste fait une ouverture et le soleil traverse cette lentille de Fresnel qui permet de créer ce faisceau de lumière. Pour l'instant, voilà, ce qu'on vous montre là, c'est des expérimentations, c'est pas un projet encore abouti. Et un autre projet récent qui s'appelle All the Trees.
la version 1 de ce projet, on était à travailler sur un seul arbre et à savoir que pour faire fonctionner, on a réussi à faire fonctionner le show chaque soir pendant 3 heures avec un système de batterie qui était rechargé en journée. On avait travaillé avec la ville de Lorient, qui a une université avec des panneaux solaires et des batteries qui permettent de garder en réserve. Donc on a vraiment fait, on se donne énormément de contraintes pour un peu éprouver, pour pas être dans du concept abstrait. Ce qui fait que ces 3 dernières années, on a dû apprendre les consommations énergétiques. On a découvert par exemple que la plupart des vidéoprojecteurs ou des lasers sont par défaut tout le temps à consommer un maximum d'énergie, même si c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détecteur de température qui déclencherait la ventilation que quand c'est nécessaire, parce qu'en fait, on est dans un monde avec cette illusion des ressources infinies. Donc, pourquoi s'embarrasser d'économiser ces énergies? Et nous, on vient comme ça se donner plein de contraintes, rendre les choses très compliquées pour mieux comprendre voilà ce rapport au monde et cette consommation énergétique. Donc là, on va faire à la Fête des Lumières de Lyon en décembre. Vous n'êtes pas si loin, une version sur une canopée sur 100 mètres de long dans le parc de la Tête d'Or de ce projet-là. Et il y a tout un travail autour de ce moment partagé, de ce rituel, comme je disais, avec une création sonore aussi de Laurent Delforge, pour inviter les gens à regarder différemment ces arbres et ces structures de branches, de feuilles, toutes ces choses merveilleuses qui nous entourent. Ça, c'était, je crois, un peu la première idée, le premier prototype. C'était encore dans cette résidence en Corse, où là, avec un tout petit laser avec une batterie intégrée, un soir, Joanie a fait ça, et il y avait 20 personnes qui étaient c'est aussi simple que ce petit miroir qui faisait un carré. Est-ce que tu veux parler? Et oui, un petit peu pour clore et pour rebondir sur la question que posait Scott au début, de quels usages des technologies, quelle compréhension de nos outils, etc. Ce qu'on a réalisé avec les années, c'est que intrinsèquement, le monde de la technologie et du numérique est plutôt destructeur. On est dans une surconsommation des ressources comme si elles étaient infinies. Le matériel qu'on utilise avec l'obsolescence programmée est fait pour être inutilisable après quelques années. Même les ordinateurs, les updates d'OS, c'est le problème qu'on a longtemps quand maintenant on veut déployer des projets. On a plein de matériel qui est en très bon état et le logiciel force des updates qui cassent les machines. Donc on est par défaut dans une surconsommation aussi de matériel assez coûteux destiné à des privilégiés qui peuvent se permettre de consommer, jeter. Et même les outils qu'on utilise des entreprises autour de nous comme Autodesk qui se disent super sustainable, super vertes, ils sont au cœur de cette industrie fossile et de cette destruction. Une fois qu'on a compris ça, c'est ultra déprimant. Et c'est vrai qu'on essaye de faire la démonstration qu'en pensant ces usages, en les questionnant, en excluant certains modèles comme le voyage intensif en avion, comme le fait d'acheter. Avant, j'achetais tout le temps la toute dernière carte graphique Nvidia parce que je voulais plus de particules et plus d'éléments, etc. On arrête d'acheter du matériel et maintenant on achète en seconde main. Et alors déjà, c'est beaucoup moins cher et en seconde main, on achète déjà des choses qui ont eu une première vie et qui fonctionnent encore. Donc ça évite d'acheter, on a du meilleur matériel. Donc c'est tout un travail de recherche, de test, etc., de réduction de consommation. Donc on va utiliser le laser parce que c'est à peu près 10 fois moins d'énergie. Donc quand on fait des nouveaux projets, on va favoriser les outils moins énergivores et on va, comme disait Juliette, se mettre ces contraintes essayer d'être off the grid, d'essayer de réduire notre consommation, etc. Et on essaye de faire la démonstration que c'est possible. Ou par exemple, récemment, on vient de développer un nouveau projet qui est fait pour des très gros écrans LED, qui sont des gros bazars très polluants et très énergivores. Mais on va essayer de montrer ce projet dans des écrans LED existants qui sont en général utilisés pour de la publicité. Donc là, c'est pour dire on n'est pas monocanal sur notre manière d'agir, parce qu'on veut garder aussi cet aspect de créativité, de multiformat, etc. Et ce projet sur écran LED, il est très technocritique aussi. Donc c'est intéressant d'utiliser un support ultra high-tech pour critiquer ce genre de choses.
Et puis, on peut peut-être terminer sur cette slide. C'était cet été, j'ai fait une partie un voyage en vélo. J'essaye maintenant tous les ans de tester ce nouveau mode de déplacement, en portant tout mon équipement et en ressentant un peu plus avec mon corps ce que ça veut dire d'avoir de l'énergie dans des batteries, des projecteurs, etc. Et même en vélo, on peut arriver dans un endroit avec très peu d'électricité et puis avec des outils donc très spécifiques, on peut quand même recréer une forme d'émerveillement, de poésie. On avait presque ici. Donc on est sur une plage en Ardèche avec des enfants qui lancent du sable dans le faisceau pour le faire apparaître et le vent qui fait partir ce nuage de fumée et qui crée une sorte presque d'installation interactive. Alors en plus, on était à 3 km de la grotte de Chauvet, ce qui symboliquement est assez fort d'imaginer que au bord de l'eau, avec de la lumière, du sable et des choses simples, on retrouve une forme d'émerveillement comme ça et de retrouver aussi des nouveaux modes d'expression autour de la lumière. Et on peut finir là-dessus. Et voilà, merci pour votre écoute. Et puis, on reste là pour les questions. Question des futurs désirs. Non. Je passe le micro après. La question des futurs désirables, elle nous habite beaucoup, surtout pour un musée de design, puisque au cœur du design, il y a quand même la construction de demain. On a bien vu, on pourra en reparler, comment le rapport entre fiction et imaginaire a déclenché des industries, des usages, etc. Aujourd'hui, vous utilisez des imaginaires désirables aussi pour proposer un retour, mais en tout cas une autre vision de la nature, du vivant. Ce qui serait envisageable pour vous, un futur désirable technologique, où c'est vraiment une rupture aujourd'hui et il faut se méfier de la technologie, l'abandonner, la transformer, en trouver une autre. Moi, je pense que toute personne qui oppose l'un ou l'autre le fait sciemment. Enfin, c'est vraiment ce qui est bien avec notre président Macron, c'est qu'il n'est pas très subtil. Et donc, pour lui, c'est soit le super technologique, soit les Amish. Et nous, on pense qu'il y a pas juste une troisième voie, il y en a genre peut-être 1000 et tout un spectre entre les deux. Par exemple, moi, je pense qu'on n'a pas du tout été, même au début, de comment les technologies peuvent nous aider avec intelligence à réduire les consommations des espaces publics. Voilà, il y a plein de très très beaux usages sensés de la domotique qui sont pour l'instant pas du tout au cœur des choses. Et nous, par exemple, un des trucs les plus high-tech qu'on a à l'atelier, c'est des valves de chauffage. Ça nous a coûté un vrai investissement parce qu'on a un atelier qui est très grand, on veut vraiment contrôler à fond, on a une app, on sait chacune des pièces. Enfin, ça, pour moi, c'est des choses que je trouve merveilleuses, et sauf qu'on doit aussi se battre avec ces systèmes-là pour pas qu'ils soient très vite obsolètes. Donc non, on est convaincus et on espère en fait faire la preuve par ces projets-là que y a des usages sobres et intelligents des technologies, du moment qu'on est tout à fait qu'on comprend comment ça fonctionne, qu'on est en contrôle de combien de temps ça va durer, et voilà, et de surtout, pour moi, peut-être la clé, c'est de pas être dans un rapport de consommateur passif. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est quand on est juste consommateur d'une technologie, c'est pas bon signe. Pour moi, c'est pas une bonne technologie. Quand on est vraiment acteur et dans la compréhension de comment elle fonctionne, donc par exemple la capacité de la réparer. Enfin, je la connais pas par cœur, mais la définition de qu'est-ce que c'est le low tech est très intéressant là-dedans, parce qu'il y a la notion de durabilité, réparabilité. Voilà, interopérabilité. Donc, et on parle de technologie, quoi. Et je pense que, par exemple, il y a une mauvaise compréhension du grand public du low-tech. Même moi, jusqu'à très récemment, j'imaginais ça très, très bout de ficelle. Et en fait, ça peut avoir, encore une fois, du très high-tech dans le low-tech. Donc non, je suis pour cette forme-là de technologie, avec toujours un regard critique et informé.
Oui, je vais faire que un peu paraphraser ce que tu expliques. Cet argument du retour à la bougie, il est utilisé par ceux qui veulent conserver cette idée des ressources infinies. Mais en fait, cet argument, personne ne demande ça. Mais personne, à part les gens qui veulent pousser ces énergies fossiles. Petite illustration de ce que tu disais, on a donc arrêté de prendre l'avion un maximum. Ça a changé tout notre modèle économique. Et malgré ça, nos émissions liées au vol ne représentaient que à peu près 10% de nos émissions totales, puisque c'est le fait de chauffer l'atelier, un atelier très mal isolé à Bruxelles, qui du mois de octobre à mi-mars, la chaudière était à fond tout le temps, parce que c'est pas si cher. Et en fait, juste de se pencher là-dessus, on a réalisé que plus de 60% de notre empreinte carbone, c'était le chauffage. Donc, quand on a réalisé ça, on s'est penché là-dessus, on a isolé un espace, on a la moitié de l'atelier, on a de la chance d'avoir très privilégié d'avoir beaucoup d'espace, qui maintenant l'hiver ne sert plus qu'aux machines, qui ont besoin de moins de chaleur que nous. Ouais. Oui, voilà. Et par exemple, on n'a pas continué ce graphique, mais on est très fiers d'avoir réussi entre 2022 et 2017, on a réduit de 50% toutes nos émissions CO2. C'est-à-dire qu'on est maintenant vraiment à quasiment la moitié. Donc maintenant, on va essayer d'identifier ce qui reste. Mais ces valves thermostatiques, peut-être 500 € d'investissement, l'isolation 20 000 €, ça a plus d'impact que d'arrêter de prendre l'avion. Et c'était important qu'on puisse s'en rendre compte, en parler autour de nous. Et donc voilà, bien sûr que ça n'aurait aucun sens de tout jeter. Par contre, c'est vrai que utiliser du matériel durable, arrêter d'acheter, c'est déjà une solution incroyable. Ou acheter en seconde main. Et c'est facile quand on est privilégié comme nous, quand on a le choix, quand on a les moyens. Donc, je pense qu'on peut montrer l'exemple là-dessus. Et pour ce qui est mais là c'est moins grand public, ma réponse ça va être plus pour ce qui est de notre scène et d'être dans une niche d'experts d'utilisation des technologies. Assez récemment, on a découvert, il y a encore beaucoup d'artistes numériques qui sont dans le déni de ça, mais certains comme nous ont découvert qu'en fait il y avait vraiment je trouve pas le bon mot, j'ai pas envie de dire deux camps, mais disons que nous, on a envie de créer le camp des gens du numérique qui sont très très technocritiques, qui sont contre l'idéologie de la Silicon Valley, notamment tout ce qui est autour de carbone capture, au même titre que le carbone offset, etc. C'est complètement archi méga bidon. Et en fait, nous, on est capable d'argumenter ces choses-là parce qu'on comprend comment ça fonctionne, parce que c'est tout un travail. C'est toujours pareil, c'est une question d'accéder aux données et de savoir, même, on a des amis qui sont un peu dans notre camp, enfin qui sont complètement dans notre camp d'ailleurs, qui vont créer du code qui permet de calculer la réalité des impacts, etc. Qu'on parle des NFT avec ce que ça consomme, le minting derrière, etc. Et ça a été vraiment une réalisation, ça a été le révélateur assez extrême de ça, les NFT, parce qu'on a découvert que des personnes avec qui on était amis depuis 10 ans préféraient devenir millionnaires et brûler la planète par les deux bouts. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on devienne millionnaire, mais finalement, on a décidé que non. Parce qu'on n'avait pas envie que tout crame pour faire des NFT, quoi. Donc ça aussi, c'est... Et c'est d'ailleurs autour des NFT que Joanie s'est retrouvée interviewée par le New York Times, sur tous ces sujets-là, en tant qu'expert, en tant que, bon écoutez, on n'y comprend rien, vous pourriez nous expliquer. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que des artistes qui ont comme médium principal la terre glaise ou la peinture à l'huile ont beaucoup moins cette responsabilité que nous. Voilà, du coup, on a comme répondu sur deux... Je te redonne pas le micro pour pas que tu partes dans les NFT. Tu veux parler des NFT ? Du carbone capture, ouais. Pour donner juste une échelle de grandeur, la plus grosse usine de capture de carbone qui existe aujourd'hui, elle est en Islande, c'est Climeworks. Cette usine-là a plus de capacité que toutes les autres infrastructures dans le monde, donc c'est la plus grosse. Ils savent qu'elle capturer 11 tonnes de CO2 par jour. Et ils utilisent plus d'électricité que tous les Islandais réunis.
Alors heureusement, il y a la géothermie, donc c'est une énergie disponible, mais c'est insensé. Le site de la mine de charbon, chaque jour, c'est 240 000 tonnes de CO2, juste ce lieu. Voilà, donc quand on a fait ce travail autour de la planter des arbres et tout, et qu'on a compris l'étendue du problème, on s'est rendu compte que la technologie à ce sujet-là n'allait pas nous aider beaucoup. Et c'est terrible parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui servent cette cause-là et qui disent que c'est super et que c'est merveilleux et que ça va tous nous sauver et que plus de technologie va tout résoudre. Et nous on est là genre bah non en fait. Et on veut surtout pas que ce qu'on fait puisse servir ce propos-là. Pas besoin de micro. Moi, tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à voir les images magnifiques que vous présentez. Je trouve très louable d'essayer d'économiser l'électricité pour les projections, mais on voit sur votre dernier diapo qu'effectivement, c'est qu'une petite portion par rapport notamment à la chaleur. Et effectivement, moi, je me suis penché un peu sur la question. Les bâtiments chez nous, en Suisse, la moyenne par mètre carré, c'est environ 200 kWh par année. Et pour le chauffage, ils ont été faits dans les années 80. Les énergies, c'est environ 60. D'où ma question, est-ce que vous avez songé peut-être à illustrer par des moyens optiques ou autres cette utilisation de la chaleur finalement, en été, on a trop chaud et puis on met de l'air conditionné. Maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne sans ça. Et puis l'hiver, on a froid, on met un chauffage à donf avec des mauvaises isolations. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous interpeller ? À mon sens, c'est pas trop notre rôle. C'est comme ce projet que j'évoquais sur All the Trees avec le laser et les arbres. Nous, on veut d'abord que ce soit un projet beau, poétique, etc. Et qu'après, ça devienne un prétexte à transmettre de la connaissance aux gens. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est au cœur de ça, c'est qu'on a privé. On dit aux gens, voilà. C'était plus la question de la guerre en Ukraine qui a ramené sur le devant de la scène la question de l'énergie que le fait qu'on n'ait pas des ressources infinies, ce qui est aberrant. Et je trouve qu'une fois qu'on dit aux gens mettez un pull de plus, on leur a rien appris. C'est-à-dire on les en pouvoir pas. Là. Je sais qu'il y a une version française de l'empowerment, mais que je trouve affreuse. Et pour moi, un projet comme ça, et c'est comme ça que je l'approche comme curatrice de choses technologiques qui sont souvent très compliquées, je trouve qu'il faut qu'il y ait une première grille de lecture qui soit très belle, très facile, que ça ait l'air complètement premier degré, et après on peut aller plus loin. Et moi j'ai envie que ce projet, les gens le voient, et s'ils s'intéressent, ils repartent avec une connaissance supplémentaire de qu'est-ce qui consomme quoi. Et aujourd'hui, qui est capable de calculer ce que consomme son aspirateur, sa machine à laver le linge, voilà, qu'est-ce qui consomme quoi. Il faut se dire que c'est pas arrivé par hasard qu'on nous prive de ces connaissances-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous met dans une relation de consommateur. Nous, on n'est pas des graphistes qui allons faire de la data visualisation, mais par contre, si demain il y a un événement qui autour de ce projet-là veut faire tout un travail comme ça, mais on sera à l'accompagner, à le soutenir à 2000%, quoi. Parce que moi, je rêverais qu'il y ait un beau poster qui soit créé de ce projet. Enfin voilà, vraiment un travail de data visualisation. Mais pour nous, c'est plus c'est utiliser l'art pour poser des questions, quand même donner envie, faire réaliser des choses. Mais on ne va pas faire 100% du boulot pour le public en fait. Après, c'est à chacun de faire la suite du travail. Moi, c'est une question qui me fascine, surtout quand j'ai réalisé le peu de compréhension que j'avais de ces enjeux-là, de mesurer l'énergie, avoir surtout une compréhension d'échelle. Et en tout cas, ouais, l'idée m'intéresse beaucoup. Et comme disait Juliette, je pense que des designers ou des gens qui peut-être créent des petites installations comme on peut avoir à la Cité des Sciences pour mieux aider à comprendre, je pense que c'est indispensable que même peut-être à l'école on ait un vrai focus sur la compréhension de l'énergie et des flux de matière. J'ai des vagues souvenirs à l'époque, mais c'est tellement un enjeu prégnant dans la société d'aujourd'hui et dans celle de demain. Et donc on essaye de penser des projets avec la lumière du soleil, et c'est pendant ce travail de recherche et développement, je commence à comprendre aussi la quantité d'énergie qui est autour de nous, qui est en fait faramineuse, qui est
pas comparable à ce qu'on peut trouver dans une bouteille d'1 litre d'essence, parce qu'on est habitué et on est addict aux énergies fossiles. Mais par contre, j'ai fait moi des tests dans mon truc de recherche et développement dans des petites boîtes fermées. J'avais une boîte fermée vide avec juste un thermomètre, une autre avec un papier blanc et un thermomètre, et une autre avec un papier noir et un thermomètre. Et rien que le rayonnement sur le papier noir fait dans un espace clos monter la température. Et par exemple, sur ces petites expérimentations de physique très simples, j'espère à un moment trouver un peu une idée de génie pour faire une œuvre. Mais c'est vrai que c'est assez éloigné de ce qu'on fait. Mais j'aimerais, en tout cas, avoir des éclairs comme ça pour communiquer ces informations-là. Mais je pense que voilà, les écoles, les profs, l'éducation nationale, les musées, enfin, il y a un vrai travail pédagogique à faire autour de... Ça va être tellement important pour la suite. Et qui sait expliquer ce qu'est 1 kWh et ce qu'on peut faire avec aujourd'hui, c'est compliqué. Je recommande à tout le monde d'avoir un ami survivaliste sous la main. Parce que pour l'instant, c'est un peu les seuls qui maîtrisent le truc vraiment. Voilà. Une autre question. Bon, pour les survivalistes, il faudra revenir dans un an puisqu'il y a une expo sur les preppers. Fait par Yolante à Nina, oui. Une autre question? Merci beaucoup pour votre présentation et félicitations d'ailleurs aussi pour toutes les études que vous avez faites sur l'impact environnemental, et la consommation d'énergie. La question que j'aurais, c'est que je n'étais pas là au début de la présentation, je m'excuse si vous l'avez mentionné sur votre parcours. Comment est-ce que justement vous avez abordé cette question? Vous vous êtes intéressé justement à la consommation énergétique. Comme vous l'avez dit, au niveau pédagogique, communication scientifique, c'est des informations qui sont difficiles à trouver. Est-ce que vous avez suivi un processus particulier? Vous pouvez nous recommander sur ça? Vous l'avez peut-être déjà dit du coup, excusez-moi. On l'a fait de manière très empirique, à base de factures. Oui, mais après, il y a plein... Moi, je suis en partie responsable d'un groupe de travail, d'un réseau français de la création numérique. Et le groupe de travail, c'est éco-conception et environnement. Et il y a plein de méthodes, il y a plein de choses à prendre au niveau de tout ce qui est RSE. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en entreprise, etc. Nous, on l'a fait de manière beaucoup plus anecdotique à un certain niveau, donc c'est très en surface. On essaye de le faire sur nos projets. Et en fait, là où c'est très compliqué, c'est qu'on arrive à avoir une certaine idée quand on le crée dans le studio, mais dès qu'il a sa vie en diffusion... C'est bête, mais on a des projets qui sont montrés dans l'espace public et on sait que souvent il y a des installations temporaires d'électricité. Et quand on en a relevé des compteurs avant et après, on l'a presque jamais. Enfin, c'est très difficile parce que... Mais ça va venir, parce que tous les événements vont devoir avoir ces éléments-là à un moment, soit par obligation, soit pour leur com et leur marketing. Donc ça va rentrer de plus en plus dans les usages. Après... nous, on l'a fait à notre niveau pour comprendre nous, mais c'est pas quelque chose... je pense que c'est un danger même pour des événements culturels, pour des musées, de communiquer, voilà. On a été irréprochable sur ça, parce que ça revient à amener le projecteur sur ces acteurs-là qui sont loin d'être... on est très loin dans l'ordre d'échelle de là où il faudrait agir. Donc moi, ça me fait un peu penser à ces villes qui ont, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, qui ont annulé leur festival Lumière sous prétexte de faire des consommations énergétiques. À Lausanne. Non, Genève, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un appel à projet justement énergie verte. C'était aussi le cas de la... Ah je sais pas. Donc il y a Madrid qui l'a fait l'année dernière, une semaine avant, et on est complètement à côté de la plaque parce que il y a plein de manières d'aborder ça. Il y a des villes qui font ça, c'est de la démagogie pure. Des villes qui font ça et qui par ailleurs n'appliquent même pas les lois d'extinction, des publicités, des enseignes, etc. On pourrait peut-être commencer par ça. Et après, moi j'aime bien retourner le truc. Et si vous prenez le nombre de personnes présentes à un instant T dans l'espace public, si ces gens-là à la place sont chez eux à regarder Netflix, on est vraiment perdant plutôt qu'un moment partagé dans l'espace public. Quand bien même, on parle de gros mapping de façade avec les gros projecteurs qui consomment le plus. L'ordre d'échelle, c'était 4 très gros projecteurs comme ça pour faire vraiment un mapping sur une façade. C'est l'équivalent d'un four à chaleur tournante qui tourne pendant 6 heures.
Donc finalement, voilà de quoi on parle. Donc je trouve ça bien qu'on a fait cet exercice avant tout pour nous, mais j'ai très très peur de la pente glissante de ah oui mais votre expo là, ça a consommé combien de planches de faux bois fabriquées où, et puis avec une peinture, avec quel type de produit dedans, parce que ouais mais non en fait. Parlons plutôt des gens qui prennent des jets privés pour faire des trajets de 20 minutes. Donc voilà, c'est un peu ça ma réponse. T'en as une autre? Autre question? Vous l'avez rapidement abordé au niveau, les différentes installations ou projections, c'était fait totalement illégalement. Enfin, quelle était l'implication du point de vue juridique? Vous avez eu pas mal de soucis à ce sujet ou pas forcément vu ouais. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a un vide juridique, il y a un flou juridique. Il y a certains cadres d'utilisation de la projection dans l'espace public qui sont très, très spécifiques. Par exemple, le contenu qu'on projette, si on est un contenu copyrighté, cinématographique, etc., il y a tout un florilège de lois. Si on fait de la publicité, un message publicitaire dans l'espace public, c'est aussi très encadré. Et il y a comme ça différents... On ne peut pas, par exemple, créer un événement dans l'espace public sans déclarer, inviter des gens, par exemple, parce que ça pose des questions de sécurité, d'utilisation de l'espace public, etc. Si on est dans l'espace public et qu'on utilise de la lumière, il n'y a pas de cadre qui soit vraiment très très clair. Alors déjà, il n'y a pas de dégradation. Donc une fois qu'on a appuyé sur off, il n'y a souvent même pas de preuves. Et donc, en plus, en tant qu'artiste, ça donne ce statut un peu particulier de je suis en train de créer une œuvre, créer une photographie, créer une image, une vidéo. Souvent, les images que vous voyez sont des projections furtives, ce qui me permet de créer ces images, de capturer le résultat sans forcément m'exposer à une répression. Et donc, on va sur place, on fait les images, la projection pendant quelques secondes et puis on disparaît. Donc, il y a déjà un mode d'action qui permet d'être très léger, très furtif, et qui permet voilà, de ne pas trop s'exposer à des formes de répression. Quand on cherche un peu, et comme on l'a fait sur l'Assemblée nationale, qui est vraiment ce lieu de représentation du pouvoir important, le jour où la dissolution des soulèvements de la Terre devait être annoncée, au mois de juin, le 20 juin, là on est dans un contexte très particulier et très politique. Donc en plus on est resté un peu plus longtemps que d'habitude, on est resté une dizaine de minutes. Et donc au bout d'un certain temps, la police qui était là a vu les faisceaux de projection, sont venus nous trouver, on fait un contrôle d'identité qui s'est un peu poursuivi et ensuite j'ai été convoqué au commissariat. Cas typique d'audition libre pour intimider. C'est de plus en plus utilisé pour intimider les militants écologistes, c'est-à-dire qu'on va convoquer, on va prendre une déposition et c'est souvent assez pour faire peur. Comme la même chose est un petit peu appliquée pour les manifestations en France, on fait peur pour éviter que les gens reviennent en manifestation. Donc pour moi, il y a ce risque-là de perte de liberté. Après avoir fait après avoir été convoqué par du coup la gendarmerie, il s'est rien passé. J'ai parlé à beaucoup on commence à discuter avec des avocats, avec des gens qui connaissent ce sujet-là, et donc voilà, on s'entoure, mais en gros, un peu un vague juridique, un flou juridique. La police sur place va en général n'avoir aucune idée de s'il y a eu problème ou pas, délit ou pas. Et donc, si on est, comme moi, un peu sûr de soi, un peu sympathique, souriant, etc., ça permet souvent de partir discrètement. Et je conseille à ceux qui sont un peu dans cette position-là de faire la même chose s'ils peuvent se le permettre. Un truc que tu n'as pas dit, c'est aussi d'utiliser un peu le rôle de l'artiste,
qui est un peu cette personne au-dessus de tout. On est fondamentalement contre cette image. C'est aussi pour ça qu'on donne ces conférences ensemble. On est contre l'artiste qui fait tout seul dans son atelier et c'est merveilleux et c'est un peu un génie et tout ça. Mais si en même temps on peut utiliser cette espèce d'imaginaire collectif de l'artiste comme une espèce de carte joker, faisons-le, et même ce serait criminel de ne pas le faire. C'est-à-dire que dans plein de cas, des personnes se sont retrouvées en garde à vue, là où Joanie, il a pu rentrer à l'atelier, dérocher ses images. Mais par contre, j'insiste aussi sur l'aspect sécuritaire. Nous, on fait ça aussi dans des conditions qui font prendre de risques à personne. C'est-à-dire que récemment, par exemple, il y a des activistes qui nous ont contactés pour avoir des conseils. Ils voulaient faire quelque chose avec un très gros laser et on a dit c'est vraiment dangereux. Joanie, il a passé une formation pour qu'il puisse savoir que si il utilise son laser pour écrire ça à ce moment-là, il fait prendre aucun risque à qui que ce soit. Et ça, pour nous, c'est aussi très important. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se dire, ouais, allez-y, faites tout ça demain et ça va être super. Mais c'est chouette parce que dans beaucoup de groupes d'activisme, ça commence à s'organiser. Il y a, depuis des années en Angleterre, il y a Projection for Rebellion au sein de Extinction Rebellion. Mais des personnes qui utilisent les projecteurs ou les lasers depuis 10, 15, 20 ans, quoi. Et je trouve ça mieux que des personnes qui s'improvisent du jour au lendemain avec des choses qui peuvent devenir dangereuses. En fait, ça serait terrible pour tout le monde si demain il y avait un accident suite à quelque chose comme ça, quoi. Dernière question, ouais. Oui, merci, merci vraiment pour ce partage et puis pour toutes vos actions qui ont une ampleur vraiment qui fait du bien. Et je pense aux jeunes générations, aux nouvelles générations. Est-ce que vous avez des travaux, des projets, du dialogue spécifiquement avec ceux qui seront nos futurs politiques, nos futurs ingénieurs, nos futurs chefs d'entreprise s'ils veulent encore être en entreprise? On est beaucoup en contact avec beaucoup d'activistes, que ce soit Extinction Rebellion, Dernière Génération, Dernière Rénovation, Just Stop Oil, etc. Oui. Donc on a beaucoup d'échanges avec beaucoup de jeunes dans des ONG aussi, comme Alternatiba en France. Et en fait, de plus en plus, on est très connecté avec ONG et activistes. Et alors, moi, je suis convaincu en voyant ces profils qu'il y a beaucoup de jeunes activistes dans ces groupes qui sont, je pense, les leaders politiques de demain. On le sent, en fait. Il y a une détermination à aller vers une forme de justice que je sens beaucoup moins chez les politiques de carrière. Et ouais, pour moi, la relève politique, en tout cas, c'est bête, mais c'est beaucoup de prises de parole de Greta Thunberg ou d'autres activistes pendant des actions de terrain qui, à travers leurs émotions et la façon de communiquer leur ressenti de la situation, m'ont bouleversé et m'ont fait réaliser que j'étais détaché de la question politique depuis très longtemps, et de voir des ados qui s'enchaînent pour bloquer des raffineries, ça me bouleverse et moi ça me repolitise. Donc bizarrement, je crois que c'est plus, faut pas leur mettre trop sur les épaules non plus, mais je crois que je suis plus inspiré par eux que l'inverse, et du coup ça me secoue hors de mon inaction, parce que j'ai toujours été sensible à ces sujets mais toujours inactif depuis presque 30 ans. J'étais plus sensible aux questions environnementales quand j'étais enfant que à partir du moment où j'ai travaillé, où toutes ces questions-là ont disparu en fait. Et donc voilà, je pense vraiment que les leaders politiques de demain sont dans ces groupes-là, et on ressent une volonté de justice, et de voir aussi, comme dans ces groupes d'activisme autour de l'environnement, il y a maintenant une capillarité des sujets autour des différentes inégalités sociales, de questions climatiques, les questions de genre, les questions d'accès à la santé. Et donc, je pense vraiment qu'ils sont plus en train de nous apprendre et de nous inspirer. Donc, nous, on peut venir avec nos compétences, que ce soit des projections, de l'art ou autre.
mais sans faire reposer les choses sur leur dos. En tout cas, moi, c'est eux qui m'ont changé profondément. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Alors c'est pas fini, on va descendre en bas, aller à côté de la façade du MCBLA et on va allumer une de vos œuvres, View from the Moon.